Bonjour à tous et à toutes. Je vois que les participants sont en train d'entrer. On va se laisser encore quelques minutes avant que tout le monde soit bien arrivé pour démarrer, même si là on est bien à l'heure. J'ai l'impression que le nombre de participantes s'est un peu stabilisé, donc je vous propose qu'on commence parce que vous êtes là à l'heure et mes invités aussi, donc pour pas vous faire trop patienter, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui pour cette conférence. Donc c'est une conférence qui s'intitule Entreprendre pour la transition, est-ce pour moi? Peut-être pour vous donner un petit peu l'aperçu général de comment ça va se passer. Donc, on a 1h30 ensemble, ce qui est assez chouette parce que c'est un temps qui est assez long pour qu'on puisse discuter de plein de sujets. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer un petit peu cette conférence en vous donnant un petit peu des pistes de réflexion, des éléments, quelques conseils un petit peu clés sur les questions à se poser avant d'entreprendre dans la transition écologique et solidaire. Ensuite, on aura témoignage du coup de deux personnes qui vont pouvoir vous parler un petit peu de leur parcours à elles dans ce cadre-là. Et puis à la fin, on laissera un temps assez conséquent de questions-réponses, que ce soit pour du coup les personnes qui témoignent ou pour moi-même, pour que vous puissiez aussi interagir avec nous. Pour les informations très pratico-pratiques. Donc, vous pouvez, comme vous l'avez déjà fait, parler dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Je vous donnerai aussi à un moment quelques petits exercices si vous voulez partager avec nous. Vous pouvez utiliser ce chat-là. Donc, vous pouvez pas parler directement, mais n'hésitez pas à nous poser des questions via le chat. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être dans ces premières parties, plutôt de poser des questions de clarification. S'il y a des choses qui sont pas très claires ou évidentes pour vous, de pas hésiter à nous interpeller et poser ces questions-là. Et puis, de toute façon, on aura vraiment un temps. Vous pourrez poser des questions un peu plus larges, un peu plus longues, où on prendra vraiment le temps de vous répondre sur le moment d'échange. Donc, si je commence par une petite introduction, alors je m'excuse pour les personnes qui peut-être ont déjà participé à d'autres conférences ce matin, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu qui est-ce qu'on est et pourquoi est-ce qu'on organise aussi cette journée de la transition professionnelle, écologique et solidaire. Donc on est l'Institut Transition et à l'Institut, on a plusieurs briques. La première brique, c'est celle qu'on appelle Nouvelle Voie. Et donc, c'est une formation qui dure 1 an et qui vise à accompagner les personnes en évolution professionnelle vers la transition écologique et solidaire. Et donc, c'est une formation dont est issue Mélodie qui est avec nous aujourd'hui et qui pourra vous en reparler. Il y a du coup la brique qu'on appelle boîte à outils, où en fait on est un organisme de formation associatif où on va accompagner d'autres associations sur des savoir-faire, compétences qui peuvent être très larges, du management de la communication, des modèles économiques, etc., mais toujours avec notre regard associatif et engagé. Et puis enfin, on a la brique transition tout terrain, qui a pour objectif d'accompagner des structures d'éducation populaire et d'action sociale à écologiser leurs pratiques. Donc là, aujourd'hui, c'est donc moi-même, Mathilde Cortinovis, qui vous fait cette présentation. Je me présente en quelques mots, mais du coup, je suis donc au conseil de direction de l'Institut Transition. Et dans ce cadre, notamment de Nouvelles Voies, je vais enseigner différents cours sur la question des solidarités, des modèles économiques. Et j'accompagne aussi des apprenants-apprenantes
à la fois qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi qui sont intéressés pour accompagner des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans mes autres casquettes, on en reparlera, c'est pour ça que je vous le dis. Je suis aussi accompagnatrice dans la pépinière d'Antiella, où donc j'accompagne une dizaine de projets en ce moment de création de projets autour de la transition écologique et solidaire. Et puis en fait, moi-même, j'ai été cofondatrice d'un projet de café solidaire et éco-responsable qui s'appelle Équilibre Café, du coup que j'ai cofondé en 2018 et que j'ai co-géré pendant 6 ans. Donc voilà, la question de l'entrepreneuriat dans la transition écologique et solidaire, c'est un petit peu mon dada. C'est pour ça que je vous présente cette conférence aujourd'hui. J'en profite aussi peut-être pour présenter rapidement du coup les deux personnes qui sont avec moi ce midi. Donc du coup, Audrey Rolando, voilà, qui est fondatrice de l'association Demain de Femmes, donc qui est une association qui accompagne des femmes en isolement corporel en promouvant le toucher relationnel. Vous pouvez voir le petit logo et l'affiche au-dessus d'elle. Donc, elle vous en parlera évidemment un petit peu plus longuement après. Et puis, Mélodie Cros-Ferréol, qui est donc consultante, formatrice, conférencière, qui est spécialisée sur les enjeux de mobilité et de genre. On n'est que des femmes, mais on travaille pas mal sur les sujets féministes. C'est un hasard pour le coup, mais en tout cas, je trouve ça intéressant en termes de représentation parce que ce que je vais essayer de faire un petit peu avec vous là pendant 1h30, c'est aussi de déconstruire certains mythes qu'on peut avoir sur l'entrepreneuriat et notamment la figure de l'entrepreneur un peu type Startup Nation qui va être globalement un homme en cravate. Non, il y a plein de formats d'entrepreneuriat différents. Et donc là, avec ce panel, on répond un petit peu à ça aussi. Donc, peut-être pour commencer, donc voilà, la première partie, on va se poser la question de pourquoi et comment entreprendre aujourd'hui. Les questions à se poser. Du coup, je vous laisserai un petit temps aussi de réflexion autour de ça. Ensuite, on vous parlera de différentes structures d'accompagnement, les témoignages inspirants dont je vous parlais, et puis enfin, on aura un vrai temps d'échange. Donc, pour commencer, je pense que vous n'êtes pas là par hasard. Si vous êtes là, c'est que vous vous posez la question de est-ce que vous avez envie d'entreprendre. Vous le verrez dans les témoignages, et puis c'est des choses que je vois au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui entreprennent alors qu'ils se sont jamais vus le faire forcément avant. Donc le fait de se poser la question, déjà, c'est pas synonyme que c'est pas une bonne idée. C'est plutôt normal, en tout cas, d'avoir cette phase-là et de se demander pourquoi est-ce que j'ai envie d'y aller. Donc là, dans le cadre de cette journée, donc nous, on parle vraiment de la question de la transition écologique et solidaire. Donc, pourquoi est-ce que j'aurais envie de me lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat engagé? Disons qu'il y a deux grandes raisons qui doivent, a priori, se répondre. Donc, la première, c'est que en fait, je vois qu'il y a un besoin, il y a un sujet qui n'est pas traité aujourd'hui, qui peut être sur, je sais pas, la question de lutter contre le changement climatique, aider des personnes en situation de précarité, etc. Et donc, en fait, moi, j'ai envie d'agir dans ce sens-là. Et donc, je vois qu'il y a un manque et j'ai besoin d'une nouvelle initiative qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc, j'ai envie de répondre à ça. Et donc, la première raison, c'est vraiment mon envie, du coup, d'agir dans ce sens-là avec peut-être voilà, la volonté d'avoir plein d'initiatives qui existent, sachant que nouveau mythe à déconstruire, et il n'y a pas forcément besoin d'avoir une idée complètement novatrice, disruptive, quelque chose d'absolument nouveau en fait pour entreprendre. L'intérêt, et ce à quoi je crois très fort, c'est qu'on a besoin d'avoir plein de réponses en fait à tous ces enjeux-là. Malheureusement, il y a plein de problèmes. Donc, en fait, c'est logique qu'il y ait plein de réponses aussi. Et donc, si vous avez un enjeu qui vous tient particulièrement à cœur et vous voyez qu'il n'y a pas forcément la réponse que vous aurez apportée, en fait, le fait de venir avec votre histoire, votre expérience, vos sensibilités, ça peut être intéressant, même s'il y a des initiatives qui ressemblent à la vôtre. Souvent, quand j'accompagne des personnes, elles ont envie d'agir et puis elles se disent « Ah ben non, mais il y a déjà des personnes qui font quelque chose, donc ça sert à rien que moi-même j'aille dans ce domaine-là. » Alors, c'est pas toujours vrai. Ça peut être vrai si vraiment vous vous rendez compte que l'initiative correspond 100% à ce que vous voulez faire, vous rencontrez les personnes, ça se passe hyper bien, autant rejoindre cette initiative si c'est vraiment
ça, le besoin que vous aviez, c'était de répondre à cette question. Mais la plupart du temps, en fait, en rencontrant les structures, vous vous rendez compte qu'elles sont pas exactement la même approche, pas exactement le même public. Et donc, peut-être que vous allez pouvoir, en fait, travailler ensemble, mais avec des réponses différentes. Donc, voilà, donc ça, la première raison, c'est vous voyez ce besoin d'agir dans la transition écologique et solidaire. La deuxième raison de l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même un mode de vie qui est particulier, ça va être cette volonté de reprendre le contrôle sur son travail. Donc, par exemple, de Nouvelle Voie particulièrement, on accueille beaucoup de personnes qui se sentent désalignées entre le travail qu'elles font actuellement et le travail qu'elles aimeraient faire. Parce que ça ne correspond pas forcément à leurs valeurs, soit sur le fond de ce qu'elles font, soit aussi sur la manière dont on leur demande de travailler. Et donc, le fait d'entreprendre vous permet d'avoir un contrôle très important, évidemment, sur votre travail. Alors, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, on y reviendra. Mais en tout cas, il y a vraiment cet enjeu de je veux redonner du sens, en fait, aujourd'hui à ce que je fais. Je veux me sentir utile à la société. On constate aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui, notamment des grandes structures, se sentent interchangeables, par exemple. Alors que c'est vrai que quand on entreprend, on voit très bien à quoi on sert parce que on est là pour porter vraiment cette structure-là. Et puis, l'autre avantage, effectivement, c'est par rapport au travail salarié notamment, la possibilité d'organiser son temps et de choisir son environnement. Choisir son environnement, ça peut dire choisir les gens avec qui on va travailler, ses partenaires, l'endroit où on veut le faire. Donc, il y a aussi une liberté, une flexibilité, alors qui n'est pas totale évidemment parce qu'on a toujours des contraintes. Mais en tout cas, il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent entreprendre pour ces raisons-là. Et du coup, je dirais que moi, dans les personnes que j'ai accompagnées, il y a deux grands types de profils. Il y a plutôt des profils qui vraiment se sentent pas forcément entrepreneurs à l'origine, mais qui ont vraiment ressenti un besoin de répondre à un enjeu à ce moment-là et se dire, en fait, si je le fais pas, personne d'autre le fera. Donc, du coup, je vais me lancer là-dedans. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont avoir plutôt cette fibre entrepreneuriale très forte en se disant, finalement, je sais que je veux faire quelque chose d'engagé, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce rôle d'entrepreneuriat, de créer de rien, d'avoir cette autonomie, d'avoir cette flexibilité. Et ensuite, qui vont un peu plus chercher la cause. Et les deux, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Peut-être vous reconnaîtrez plus dans une des premiers instincts, on va dire, que le second. Je ne sais pas, Audrey et Mélodie, si vous reconnaissez plus dans un profil ou dans l'autre. Ce que je disais dans le chat, moi je suis clairement du premier profil avec une réflexion. Alors, j'aimais coordonner, j'aimais faire des choses, mais cette capacité de se dire je vais être toute seule pour monter type entrepreneuriat, c'était pas forcément cette partie-là c'est plutôt la partie qui me challenge. Mm. Donc moi j'étais plutôt du premier profil, mais en fait on se retrouve avec des compétences sympas après. Carrément. Merci. Mélodie, je ne sais pas toi dans lequel tu te reconnais le mieux. Oui, moi aussi, je suis dans le premier profil, tout à fait. Complètement. Trop bien. Bon, et ben voilà. Donc vous voyez, il y a effectivement ces deux possibilités. Et c'est vrai que soit voilà, on va avoir effectivement un peu ce moment passion, on va dire, pour un sujet et on va s'en emparer. Et puis il y a des personnes qui vont en fait souvent entreprendre. Et puis une fois que la structure fonctionne, se dire finalement moi j'ai retrouve plus ce moment où j'ai vraiment envie d'entreprendre, donc je vais peut-être recréer une nouvelle structure une fois que j'ai pérennisé la première par exemple. Donc voilà, c'est deux types de profils, mais effectivement ça vous permet de voir que c'est pas forcément des personnes qui se sont toujours vues entrepreneurs. Si je parle de mon cas aussi, avant d'entreprendre, vraiment si on m'avait dit qu'un jour je crée ma structure, j'y aurais vraiment pas cru parce que ça me paraissait pas du tout moi. Donc voilà, donc ça peut vraiment être quelque chose que vous découvrez sur vous au fur et à mesure. Et il n'y a pas d'âge aussi pour se découvrir entrepreneur, parce que vraiment, j'accompagne des personnes de tous âges. Et si je peux me permettre, tu as aussi l'intérêt peut-être d'être deux ou trois. C'est peut-être effectivement de se dire d'avoir dans le trio ou le binôme ces deux casquettes-là. Alors là, on est sur le jackpot. Effectivement, quelqu'un qui va porter sur le côté entrepreneuriat et qui va porter aussi le sens. Enfin, voilà. Si vous avez l'opportunité de pouvoir le penser à deux ou à trois et avoir ces différents profils, ça peut être hyper intéressant. Carrément, tout à fait. Donc voilà, c'est un peu plus sur le pourquoi on va vouloir se lancer. Puis après, il y a un petit peu la question du comment. Parce qu'en fait, être entrepreneur, encore une fois, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Entrepreneur, on entend entreprise derrière, mais en fait, il y a évidemment pas que ce type de modèle-là qu'on peut créer. Donc, il peut y avoir effectivement le fait de créer une association. Donc, Audrey nous en reparlera.
Et donc là, c'est vraiment, il y a un enjeu très, très fort à mobiliser une équipe, un collectif, parce que une association, par définition, c'est un enjeu collectif et un projet qui se fait à plusieurs. Et donc potentiellement aussi des bénévoles, etc. Donc là, il y a vraiment cette volonté de créer cette structure. Ça peut aussi être bien sûr sous un format d'entreprise. J'ai accompagné pas mal d'entreprises qui étaient très engagées dans la transition écologique et solidaire. Et là, pareil, potentiellement, quand on va créer cette entreprise, il va y avoir besoin de trouver soit des associés, des partenaires, des salariés. Donc en fait, quand je vais créer ces structures-là, je sais que je vais être du coup je vais être responsable du coup d'autres personnes que je vais mobiliser avec moi et donc trouver ce bon équilibre. Donc tu disais Audrey par exemple, il faut des profils complémentaires. Voilà, il va y avoir un peu cet enjeu-là de créer cette dynamique collective. Et puis l'autre façon d'entreprendre aussi dans la solidarité et l'écologie, ça peut être de devenir indépendante. Et du coup, c'est quand même un statut qui est très différent parce qu'on va avoir évidemment plus de flexibilité, plus d'autonomie. Donc là, pour le coup, Mélodie pourra nous en parler. Moi, pour avoir eu les deux casquettes, c'est vrai que ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand on est indépendant, c'est de trouver des espaces collectifs aussi pour pas se retrouver seul. Dans l'économie sociale et solidaire, ça fait quand même partie des critères importants de travailler en collectif et en collaboration. Donc, on peut être indépendant sans être toute la journée seul chez soi, évidemment. Et puis, quand on va créer une association ou une entreprise, effectivement, ça va être du coup réussir à partager la charge et la responsabilité avec d'autres. Donc du coup, une fois que là vous vous dites peut-être que ça pourrait m'intéresser quand même cette histoire d'entrepreneuriat, forcément vous allez vous poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc si vous êtes le premier profil, un petit peu comme Audrey et Mélodie, vous avez déjà un sujet, vous savez en fait que c'est ça à quoi vous avez envie de répondre. Bon vous avez déjà un peu la première réponse à ma question, qui sont quels sont les sujets qui m'animent. Donc déjà nous, à l'Institut, on aime bien faire la différence entre les choses qui m'intéressent et les choses qui m'animent. Les choses qui m'intéressent, il peut y en avoir plein. Plein de choses sont intéressantes. Je vais lire un livre dessus, je vais en discuter, je vais écouter un podcast, etc. Les sujets qui m'animent, c'est les sujets qui vont vraiment créer quelque chose chez moi, qui vont réveiller une petite flamme, où vraiment, quand on parle de ça, je sens que mon corps va changer, va réagir à ça, et que c'est vraiment quelque chose sur lequel je peux partir sur des heures de lecture, de réflexion. Ça peut m'animer de façon très positive. Donc, je sais pas, je pense par exemple à des associations naturalistes que j'ai accompagnées où voilà, ils peuvent parler de papillons pendant des heures et des heures, et c'est hyper intéressant. Et puis, ça peut être aussi des choses qui vous animent, parce que c'est des choses qui vous révoltent vraiment. Donc, ça va être des causes. Vous dites là-dessus, moi, je sens que j'arrive pas à rester neutre, rationnel. J'ai vraiment envie d'agir. Donc, c'est se poser la question de c'est quoi ces sujets-là qui, en fait, vont me donner envie de me lever le matin, parce qu'on y reviendra, mais le parcours d'entrepreneur, c'est pas de tout repos aussi. Il y a des moments hyper chouettes et hyper dynamisants, où il se passe plein de choses et on est trop content d'être là. Et puis, il y a des moments qui sont un peu durs, où on se sent parfois un peu seul, il peut y avoir des coups de mots, etc. Donc, si vous êtes parti sur un sujet qui vous anime, ces moments un petit peu plus difficiles, c'est pas grave, parce qu'en fait, vous savez pourquoi vous le faites. Et donc, ça va en fait vous porter pendant tout le long de votre projet. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis le deuxième, quand même, qui est important. Donc ça va être voilà les sujets, les valeurs, ce qui vous porte, mais aussi ne pas oublier le goût et le plaisir. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Ça paraît un peu bête, mais en fait, c'est assez important. Il y a des personnes qui vont vouloir entreprendre parce qu'elles voient qu'il y a un sujet qui est hyper important, mais elles vont pas penser à elles, ce qu'elles aiment faire. Donc en fait, encore une fois, vu que vous allez entreprendre et donc être porté sur un sujet 24 heures sur 24, parce qu'en fait c'est toujours un petit peu dans notre tête, il faut que ce soit des choses qui vous correspondent à vous aussi, et donc se dire qu'est-ce que ça va impliquer pour moi en termes de quotidien, en fait, de travailler sur ce sujet-là, qu'est-ce que moi j'aime faire et comment est-ce que je pourrais le transmettre aussi dans mon projet. Comme je disais, malheureusement, il y a plein de problèmes, il y a plein d'enjeux. Donc en fait, on est assez nombreux et nombreuses pour y répondre de la meilleure façon. Et donc, ce qui est important, c'est de trouver votre juste place. Pour vous donner un exemple, des personnes qui veulent monter, par exemple, une épicerie zéro déchet, vont se dire, en fait, trop bien, parce que moi, j'adore la question de l'alimentation et j'ai envie d'être en contact avec les gens.
Sauf qu'en fait, quand on gère une épicerie zéro déchet, on fait beaucoup de gestion de stock, beaucoup de logistique, de manutention. On n'a pas toujours le temps de discuter en fait avec sa clientèle. Et puis la nourriture, bah, on la voit passer, mais finalement, c'est pas quelque chose qu'on va vivre vraiment nous-mêmes. Donc en fait, c'est de se dire en fonction de la réponse que je veux apporter, quelle va être ma place aussi à moi là-dedans, et est-ce que c'est quelque chose qui va me faire plaisir? Est-ce que c'est quelque chose que je vais avoir envie de faire toute la journée, tous les jours? Et donc pour ça, la meilleure chose à faire pour savoir, à connaître la réponse à cette question, c'est de faire, donc de tester. Ça peut être de vous engager bénévolement, ça peut être de faire une immersion via Pôle emploi dans une structure pour voir un petit peu si ça vous plaît ou pas. À l'époque où moi je tenais le café, on accueillait toutes les personnes qui voulaient faire des immersions chez nous. Globalement, au bout de 2 semaines où elles étaient derrière le bar et en cuisine avec nous, il y avait 50% des personnes qui disaient c'est génial, j'adore l'adrénaline du service, j'adore être là au contact des clients, cuisiner toute la journée, etc. Ça me plaît trop. Et 50% des gens qui nous disaient mais jamais, jamais je veux faire ça. C'est hyper stressant. Quand il y a personne, ça nous stresse, mais quand il y a du monde, c'est stressant. Et puis je suis pas très à l'aise en fait au contact clientèle. Enfin bref, il y avait plein de raisons. Et donc en fait, on se disait ça c'est 2 semaines bien investies parce que du coup ça permet vraiment aux gens de tester la réalité du quotidien et de savoir où est-ce que elles ont envie d'aller. Et peut-être aussi, on peut penser en termes d'étapes, c'est-à-dire qu'on est peut-être, on peut se dire qu'on n'est pas, même si on est le porteur ou porteuse du projet, on n'est pas obligé de rester ad vitam aeternam dans cette position de coordination, de management ou de porteuse de projet. Si finalement c'est la vente dans l'épicerie qui te plaît le plus et qui était porteuse, bah, tu t'organises en phase pour à un moment arriver sur ce poste-là, même si c'est pas tout de suite. Voilà. Mais en tout cas, il peut y avoir du phasage et de dire où est-ce que j'ai envie d'être en finale, quoi. Mais peut-être pas dès la première instant. C'est ça. Et en fait, du coup, je pense que le conseil, c'est vraiment d'apprendre à se connaître et donc savoir en fait ce qui va nous porter. Parfois, on n'est pas hyper objectif envers nous-mêmes, donc ça peut être bien aussi de demander à vos proches un petit peu comment est-ce qu'ils vous perçoivent ou comment ils vous imaginent dans certains projets, situations, etc. Les qualités qu'ils vont avoir, qui vont déceler chez vous, parce que c'est vrai que la plupart du temps, ce qu'on fait nous, ça nous paraît évident vu qu'on est notre propre norme, mais peut-être qu'on a des traits de caractère qui, pour les autres, sont des choses que eux admirent chez nous. Et en fait, ça, c'est bien de poser la question aussi à l'extérieur pour savoir un petit peu comment vous positionnez aussi dans votre initiative. Et peut-être pour partager mon expérience, moi je savais que j'aimais animer j'avais besoin quand j'ai créé le projet de retourner sur du terrain, donc d'avoir une partie où j'agissais directement et je mettais en œuvre et j'animais des ateliers. Mais j'ai su très très vite que j'allais pas pouvoir faire ça 100% du temps et que j'avais besoin d'être nourrie par d'autres tâches. Donc j'ai travaillé et je travaille aujourd'hui à diversifier pour ne plus être celle qui est en 100% d'activité, mais qui va chercher ailleurs. Donc voilà, ça bouge aussi en faisant et en se connaissant, comme tu disais Mathilde. Ouais. Tout à fait. Et donc, du coup, je vous propose peut-être là de prendre un petit temps introspectif de réflexion. Et donc, les deux questions que là, vous pouvez vous poser, c'est un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez rechercher dans cet entrepreneuriat engagé? Donc, si je caricature, c'est un petit peu la réponse à mes deux premières questions, de se dire, est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment un besoin et j'ai envie de lutter pour cette cause qui m'anime? Ou est-ce que je recherche aussi peut-être de me sortir d'une situation salariée qui aujourd'hui me convient plus? Est-ce que j'ai envie d'être dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait, l'idée de créer quelque chose de zéro, c'est quelque chose qui m'enthousiasme énormément. Et puis la deuxième question, c'est entre maintenant et cet entrepreneuriat-là, qu'est-ce qui vous manque en fait pour vous lancer? Donc, je vous propose peut-être de prendre un petit temps de réflexion. Alors, j'ai mis 5 minutes, mais ça peut être évidemment plus court. Dès que vous savez un petit peu ce que vous voulez mettre, si vous le souhaitez, vous pouvez partager dans le chat un petit peu vos réponses sur lesquelles on pourra réagir.
Je vois que les premières réponses commencent à arriver. Alors du coup, pour répondre à Yannick, alors il y a Léa que vous ne voyez pas, mais qui vous répond dans le chat sous le nom de Institut Transition, qui normalement connaît la réponse à cette question et je pense qu'elle va vous répondre. Mais du coup, on est enregistré, ça c'est sûr. Et je ne sais pas par contre si ça va être diffusé, mais elle vous répondra là-dessus. Et pour les personnes qui... Léa confirme, ce sera enregistré et diffusé. Donc vous aurez possibilité de revoir ou de partager cette conférence. Et donc là, je vois qu'il y a plein de réponses qui arrivent à tomber et qui tombent, et c'est très bien parce que je pense que ça va faire la transition notamment avec notre deuxième partie qui est plutôt sur les structures d'accompagnement. Tac, tac, tac. Trop bien. Il y a plein de projets. Et du coup, si vous voyez des personnes qui ont des projets qui peuvent ressembler aux vôtres, n'hésitez pas à pouvoir échanger aussi entre vous. Vous pouvez continuer à répondre dans le chat et je vais continuer parce que je pense que ça va pas mal répondre à la plupart des questions. Parce que du coup, je voudrais vous parler effectivement du coup comment s'engager. Alors effectivement là peut-être la dernière question avant de passer à la partie accompagnement, c'est de se dire là vous posez cette question, donc potentiellement vous allez vous partir du constat que oui, en fait l'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire. Il y a évidemment d'autres façons aussi de s'engager, donc notamment la partie bénévolat, en se disant si j'ai envie de redonner du sens et répondre à un sujet qui m'anime. Si moi, je me sens pas d'entreprendre, peut-être aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, je peux aussi m'engager bénévolement dans ces structures-là. Ou je peux aussi être salarié dans des structures qui répondent à mes enjeux. Donc ça peut être soit des étapes qui vous permettent aussi de gagner en compétences, d'être plus au clair sur ce que vous voulez vraiment faire, ou ça peut être aussi quelque chose que vous faites à la fin parce que vous vous rendez compte finalement l'entrepreneuriat, même si ça a plein d'avantages, il y a peut-être des inconvénients qui vous parlent moins. En tout cas, si vous décidez de vous engager dans l'entrepreneuriat, ce dont je voulais vous parler, c'était des structures d'accompagnement. Et peut-être pour répondre à pas mal de personnes là qui en parlent dans le chat, la première chose que je voudrais que vous reteniez, c'est dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas être seul. Et donc, ce qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est d'être capable de pouvoir être entouré, de trouver les bonnes structures, les bonnes personnes qui vont vous accompagner. Et donc, la chance que vous avez, c'est qu'il y en a plein en fait qui existent. Donc, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce qu'on a un temps qui est limité et ça pourrait me prendre l'après-midi de vous présenter toutes ces structures. Mais pour vous expliquer un petit peu les différents types de structures que vous pouvez rencontrer pour à la fois justement pas être seul dans votre projet, peut-être rencontrer d'autres personnes qui voudraient s'engager avec vous, tester la viabilité du projet, avoir des retours, etc. Donc, les premiers types de structures, ça va être ce qu'on appelle les incubateurs sociaux. Donc, en fait, les incubateurs, c'est des structures collectives qui permettent aux personnes qui veulent lancer des projets d'entrepreneuriat d'être accompagnées. Donc, sur un accompagnement souvent qui est un peu hybride, c'est-à-dire que vous allez avoir un accompagnement individualisé sur votre projet et puis un accompagnement plus collectif. Donc, sur les incubateurs, souvent, c'est un principe un petit peu de promotion. Vous allez être sélectionné et ensuite rentrer dans ces incubateurs qui, pour la plupart, pas tous, mais en tout cas sont gratuits pour vous en tant que participant parce que c'est subventionné par des collectivités, fondations et autres. Donc là, nous, on est basé à Lyon, donc je vous parle de Ronalpia et Alter Incube. Qui sont à Lyon, mais Ronalpia est aussi dans d'autres et Interocube aussi sont dans d'autres régions. Mais en tout cas, vous pouvez regarder quels sont les incubateurs qui sont les plus près de chez vous. Ticket for Change qui a un côté plus national aussi là-dessus. Et donc ça, c'est des incubateurs qui sont spécialisés pour accompagner vraiment des structures d'économie sociale et solidaire. Ensuite, à Lyon, on a une spécificité, mais il y en a aussi à Paris. Donc, c'est la pépinière d'initiative, donc de l'association Antiella dont je vous parlais un petit peu avant. Donc, avec Antiella, dans la pépinière d'initiative, on accompagne toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre dans la transition écologique et solidaire, quel que soit le niveau de maturation du projet, quelle que soit la nature en fait de votre projet, tant que c'est engagé en fait, on vous accompagne. Et donc là, il n'y a pas de conditionnalité, on va dire, pour rentrer. Il n'y a pas non plus de côté promotion parce que vous pouvez rentrer au fil de l'eau toute l'année.
Donc, vous avez un binôme qui va vous accompagner et puis tout un tas de choses qui vous sont proposées, des formations, des temps défis. L'idée, c'est vraiment qu'il y a une communauté de personnes qui sont engagées là-dedans et qui ont envie de vous aider en fait. Donc du coup peut-être je vous laisserai après Mélodie et Audrey témoigner rapidement sur ces accompagnements-là. Et puis ensuite on a les coopératives d'activité et d'emploi. Donc là on vous en donne pareil quelques-unes qui sont à Lyon et qui sont aussi engagées dans l'économie sociale et solidaire comme Helicob, Graines de Sol ou Axalis. Les coopératives d'activité et d'emploi, c'est un petit peu différent des incubateurs ou de la pépinière. Parce qu'en fait, c'est des structures dans lesquelles vous allez pouvoir rentrer quand vous voulez tester en fait votre activité et que vous êtes d'abord seul. Et en fait, en rentrant dans ces coopératives d'activité et d'emploi, vous allez avoir un statut salarié. Donc, ça peut être sécurisant pour des personnes voilà, qui veulent entreprendre. Et puis, vous avez accès quand même à un accompagnement à la création d'activités et puis à une mutualisation de tout un tas d'outils comptables, RH, facturation et autres. Peut-être Mélodie, je ne sais pas si tu veux témoigner sur les accompagnements que tu as pu avoir. Est-ce que ça t'a apporté? Oui, alors enfin moi du coup dans le parcours j'ai fait d'abord Nouvelle Voie, c'est un peu ça qui a été un peu le déclic de l'activité en entrepreneur. Mais moi actuellement j'ai fait la suite avec la pépinière d'initiative Anciella. Et donc j'ai un accompagnement régulier. Enfin, pour moi c'est effectivement essentiel et indispensable, je dirais. Surtout au départ, quand on avance dans le flou où finalement le projet n'est pas encore très clair, on a peu de visibilité sur la suite. Là, vraiment, l'accompagnement, il est pour moi vraiment fondamental. Je pense pas que, enfin, pour moi, c'est impossible. J'aurais été incapable, en tout cas, d'avancer sans ces repères, en fait, d'échange qui soutiennent, qui motivent et qui permettent de dire, OK, allez, je crante ça. Et ça nous permet, en fait, de franchir les étapes, en fait, pour avancer et construire le projet et que, voilà, l'horizon s'éclaircisse au fur et à mesure. Mais voilà, cet accompagnement, il est fondamental. Et puis après, quand on entreprend, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc, en fait, on a besoin de beaucoup de ressources. Et voilà, donc c'est aussi des points d'entrée qui font gagner énormément de temps sur des outils, sur des contacts. Voilà, donc c'est vraiment important, indispensable. Trop bien, merci beaucoup. Je vois qu'il y a quelqu'un qui posait la question de est-ce que c'est OK d'être accompagné dans ces structures pour devenir consultant? Alors, ça va dépendre un petit peu des structures. Dans le cadre de la pépinière, bah, du coup, il y a la réponse là avec Mélodie qui l'est et pour lequel c'est tout à fait OK. Pour les CAE, il y a beaucoup de coopératives d'activités d'emploi qui accompagnent des consultants. Enfin, il y en a qui sont vraiment spécialisés là-dedans, donc tout à fait. Après, pour des projets comme Ronalpia ou Alter Incube, ça va plutôt être des projets qui vont accompagner des incubateurs qui vont accompagner des projets plus collectifs. Donc, ce sera moins le cas. Donc, ça va vraiment dépendre. Et en fait, il y a vraiment tout un tas d'acteurs. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui nous proposent aussi d'autres noms de structures qui peuvent accompagner, comme Coco Shaker, etc. Donc oui, je vous donne un panel très très restreint parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais n'hésitez pas à regarder autour de vous ce qui existe et ce qui correspond le plus à votre besoin. Peut-être Audrey, si tu veux aussi dire quelques mots, j'ai vu que tu avais écrit dans le chat, mais si tu veux. Oui, moi je crois fortement à ces accompagnements et puis j'ai l'impression que la question du statut, elle vient après avoir posé le projet, avoir vérifié ce qui était le plus pertinent et donc effectivement, même à Ronalpia où j'ai pu faire pendant un an, finalement dans la promo, il y a quelqu'un qui a décidé de se mettre en consultant en cours de route parce que c'était ce qui répondait le mieux à son environnement et au marché du travail et à ce qu'elle voulait travailler. Donc oui, pour la réponse à ça. Et moi, j'utilise tous les modèles accompagnants possibles. Voilà, comme je disais dans mon mail, j'ai fait Anciella pour idée et encore aujourd'hui parce que je trouve ça intéressant. C'est plus un rapport individuel et du binôme et on avance. Ronalpia, c'est plus une promo fermée, on va dire, sur un temps donné pendant un an où on a un groupe. Donc, ce que j'ai trouvé, bah, c'est d'autres entrepreneurs avec qui parler, échanger. On a créé des liens et on a gardé ces liens après la sortie de Ronalpia. Donc, ça a vraiment été la force et des temps de formation en milieu de parcours. Et puis aujourd'hui, bah, maintenant, je suis plus en phase de développement, en tout cas, j'espère. Et là, maintenant, je me suis proposé pour être accompagné et j'étais accepté pour être sur la fondation Émergence, qui est une fondation d'entreprise où je vais travailler un sujet précis de mon développement. Donc je pense que voilà, moi je suis assez fan de l'intelligence collective et du partage et du réseau que ça permet parce qu'on a quand même beaucoup de temps, même si on est deux ou trois à monter, on a quand même beaucoup de temps où on se sent un peu seul, quoi. Donc c'est important de pouvoir brainstormer avec des gens qui ont l'expérience et ou des pairs, mais en tout cas d'être en lien. Et il y a beaucoup des réponses que vous avez
des questions que vous avez posées dans le chat qui seront répondues dans ce courant-là d'accompagnement et de discussion, en fait. Ouais, tout à fait. Et puis de mise en réseau aussi, dont parlait Mélodie. Enfin, effectivement, il y a. Enfin, moi, mon conseil, c'est vraiment d'être accompagné. Et du coup, peut-être, si j'avance un petit peu sur ma slide, les questions à se poser là-dessus. Donc, je pense qu'il y a une question à ne pas se poser, c'est est-ce que je dois être accompagnée ou pas? Parce que pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et donc, ça peut être un accompagnement formel, informel, peut aussi trouver une personne qui est mentor, qui va juste passer du temps avec vous. Mais en tout cas, par rapport à toute l'offre qu'il y a, qui est quand même assez large, il y a plusieurs questions que vous allez vous poser justement pour savoir quelle est la bonne structure pour moi. Donc, il va y avoir un enjeu géographique, évidemment, de localisation pour que ce soit pratique pour vous. Il va y avoir une question du stade d'avancement de votre projet. Comme je vous disais, il y a par exemple, à Ronalpia, donc là, Audrey avait intégré le parcours incubation, mais en fait, il y a aussi des parcours qui peuvent arriver en amont, justement de savoir un parcours qui s'appelle Lance-toi, est-ce que du coup j'y vais pas dans l'entrepreneuriat. Et puis il y a aussi des parcours qui arrivent aussi après pour la phase de développement des projets. Donc en fait, de voir en fonction de là où vous êtes ce que proposent ces différentes structures. Est-ce que je veux un accompagnement qui est spécialisé? Parce que là, je vous ai donné plutôt des accompagnements généraux pour parler au plus grand nombre d'entre vous, mais il y en a effectivement qui vont être spécialisés sur certaines thématiques, donc qui peuvent être intéressants pour vous. Par exemple, il y a un accompagnement pour les personnes qui veulent créer des tiers-lieux, donc ça peut être intéressant de regarder ce qu'ils proposent. Et puis, par rapport à la question que je vous ai posée avant, de vous demander de quoi vous avez besoin aujourd'hui pour mener vos projets. Est-ce que c'est du financement? Est-ce que c'est de créer un collectif? Est-ce que moi, je veux du suivi individuel? Est-ce que je veux plutôt des connexions locales? Et en fait, en fonction de ces besoins-là, vous allez aussi trouver l'espace qui vous correspond le mieux. Donc, n'hésitez pas vraiment à regarder qui existe, à aller voir un petit peu. Vous pouvez demander à la CRES, par exemple, enfin là où vous êtes, donc la Chambre régionale sur l'économie sociale et solidaire, quelles sont les structures qui accompagnent, d'aller rencontrer les personnes, d'être très transparent sur là où vous en êtes, ce que vous recherchez, et d'essayer de voir un petit peu quels sont les parcours d'accompagnement les plus appropriés à votre projet. Ça peut peut-être être aussi une première façon de voir à quel point vous tenez ou vous avez envie d'aller dans le projet. Il y a certains incubateurs ou pépinières qui vont avoir quelques critères d'entrée ou qui vont solliciter un temps de disponibilité. Par exemple, Ronalpia demander au moins 50% du temps. Bah, quand on est salarié à 100%, déjà se dire, bon, est-ce que je vais me faire accompagner par Ronalpia à 50%? Ça veut déjà dire que je rentre et je mets un pied et je me confronte à une réalité d'emploi du temps, de financement et tout ça, même avant d'avoir finalement décidé de faire le projet. Donc c'est aussi peut-être une façon d'aller tester son engagement et sa capacité à le faire, quoi. Oui, et puis en fait, il y a aussi des structures qui vont être là pour vous aider à démêler déjà, est-ce que c'est une bonne idée pour moi déjà d'entreprendre ou pas, avant de faire effectivement ce grand saut, de rentrer dans un incubateur, qui est quelque chose qui est effectivement assez prenant. Donc là-dessus, effectivement, voilà, il y a vraiment plein de structures qui existent pour vous aiguiller là-dessus. Je vais arrêter moi un petit peu de, de parler pour laisser la parole du coup à Audrey et à Mélodie. L'idée un petit peu là, c'était de vous montrer qu'est-ce que en fait qu'est-ce que c'était que d'être une personne entrepreneuse en fait aujourd'hui. Donc il y a plusieurs questions que je vais vous poser. La première, ce serait peut-être de savoir justement, avant d'être cette personne qui a entrepris, qui étiez-vous? Enfin, quel est pour toutes les deux, quel est votre parcours avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Mélodie, peut-être si tu veux commencer. Alors moi, je suis ingénieure de formation. Je me suis rapidement spécialisée dans le secteur du transport, mobilité. Donc voilà, déjà un petit peu quand même sur ce sujet-là. J'ai différents postes. D'abord plutôt poste chef de projet dans l'innovation sur le métro automatique. Ensuite, c'est très intéressant intellectuellement, etc. Mais ça manquait de concret, donc je voulais aller sur un poste plus opérationnel. Et là, j'ai travaillé plus sur le terrain, sur des lignes de métro en opérationnel, en lien avec des projets. J'ai notamment travaillé sur le projet d'automatisation de la ligne B à Lyon. Et voilà. Et à la suite de tous ces projets, et notamment l'automatisation de la ligne, je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment ça, en fait, dont j'ai envie encore aujourd'hui? J'avais voilà, une baisse de motivation sur mes sujets. Je ne me voyais pas, entre guillemets, faire du métro toute ma vie. Et donc, c'est là que je me suis dit, est-ce que je ne prendrais pas un an
de réflexion, parce que je voyais bien qu'en fait, pour le coup, moi, me concernant, j'avais énormément de mal à penser à autre chose, à un autre projet, en étant encore en poste salarié. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai besoin d'une structure ou d'un temps qui m'oblige en fait à maturer mon projet, parce que là, ça fait 1 an, 2 ans que j'y pense, et le sujet n'avance pas, quoi. Voilà. Et donc, c'est là où, après avoir pris d'abord la décision de prendre 1 an sans solde dans le cadre de mon entreprise, j'ai découvert effectivement le parcours de formation Nouvelle Voie. Et donc, c'est à la suite de ça. Après, je ne sais pas si je déroule pas la suite, je m'arrête là pour le avant. Donc, c'est ça qui m'a permis un peu de commencer cette transition. Super, merci beaucoup. Audrey, si tu veux raconter ton parcours. Et donc voilà, je suis une femme blanche de 49 ans, je suis maman solo d'un garçon de 14 ans et j'ai travaillé pendant 20 ans. Alors, je suis travailleuse sociale de formation, de pratique, on va dire. Je n'ai pas le diplôme, mais de pratique. Et puis, j'ai travaillé pendant 25 ans au sein d'une ONG qui s'appelle Handicap International. Donc, je travaille social, j'accompagnais des personnes en situation de handicap et je montais des projets de formation et centres sociaux pour les personnes en situation de handicap. J'ai travaillé en France et à l'étranger, donc j'ai une approche sur l'interculturalité qui m'a toujours beaucoup intéressée. Évidemment, des enjeux sur la vulnérabilité et sur le lien social en tant que travailleuse sociale. J'étais sportive de haut niveau, je le dis, parce qu'on verra avec le sujet derrière en natation, donc le rapport au corps a toujours été, mon corps était objet de performance, était objet de regard, parce qu'en natation, c'est aussi un maillot de bain, donc il y a aussi la question des hommes, des femmes et de ce qui se joue. C'était aussi un enjeu de soins, parce que j'avais de l'ostéo, du kiné. En tout cas, voilà, dans ma jeunesse, le sport a fait que mon corps était un objet de quelque chose pour atteindre une réponse. Et puis, pendant 20 ans, bah voilà, j'étais avec Handicap International et puis j'en ai eu un peu, je suis revenue en France et je me suis en parallèle formée au massage, mais plus pour moi, voilà, pour me faire du bien et puis surtout pour apprendre des choses. Et quand je suis revenue en France au bout d'un certain temps, là en 2018, j'ai eu envie de sortir un peu de mon écran. J'étais devant mon écran au siège à Lyon et ce que je travaillais, les formations que je donnais étaient avec des effets très très éloignés dans des pays très très éloignés. Donc j'avais besoin de retrouver quelque chose de concret et de plus direct en termes d'effets. Et en parallèle, j'ai fait, parce que ça m'a beaucoup interrogé la question des femmes en situation de handicap dans les pays dans lesquels je pouvais aller. Et donc, j'ai fait un premier module de la santé genrée. Donc, je vous dis ça dans le sens où moi, ça n'a pas été tout de suite une idéation, je vais monter quelque chose, mais en tout cas, c'était d'améliorer mes compétences, mes connaissances, mon appropriation d'un sujet autour de la question genrée, de la santé genrée, pardon, pour les femmes et question du corps. Et il y a eu des choses qui se sont mises en place et j'ai décidé d'aller mettre en pratique. Tout à l'heure, Mathilde elle disait, pour vérifier, il faut aller mettre en pratique. Je n'avais pas d'idée de projet, mais en tout cas, j'avais envie de sortir de chez moi et de l'ordinateur. Donc, je me suis mis à 90% au niveau du travail. Et pendant 6 mois, 7 mois, je prenais le mercredi après-midi pour aller faire des massages à des femmes SDF dans l'association qui s'appelle Le Tambour, que vous devez peut-être connaître, qui est une des premières assos mixtes d'accueil de jour de femmes à la rue ou de femmes mal logées. Et j'ai pu voilà, faire des massages mais sans ambition haute que de passer du temps pour moi en dehors de l'écran et de faire un peu de bien des femmes. Puis je vous raconterai la suite après. Mais en tout cas, voilà, pour cette première avant. Merci beaucoup. Bah, du coup, comme vous en doutez, ma question suivante, c'était un petit peu quel a été du coup votre déclic? Qu'est-ce qui fait que de ce premier parcours, à un moment vous vous êtes dit, ok, là en fait, j'ai besoin, j'ai envie et je vais entreprendre. Qu'est-ce qui vous a créé ça? Peut-être Mélodie, si tu veux commencer. Ouais, donc en point de départ, quand même, je précise que quand j'ai commencé du coup le parcours de formation Nouvelle Voie, j'avais vraiment, mais vraiment pas du tout le projet de faire de l'entrepreneuriat. Et même, cette option n'était même pas envisageable pour moi. J'aime bien dire que je suis fille en fait de parents fonctionnaires. Et donc déjà, travailler dans une entreprise en contrat CDI, c'était un peu une prise de risque au départ de ma carrière professionnelle. Donc l'entrepreneuriat, c'était même pas quelque chose dans les options en fait. Donc j'ai fait cette année de formation Nouvelle Voie. Et rapidement, en fait, moi, j'ai orienté mon année sur 2 sujets qui m'intéressaient, à savoir la mobilité vélo et le sujet du genre. Et c'est d'ailleurs ces 2 sujets que j'ai choisis pour mon mémoire. Donc, on fait un mémoire fait, dans le cadre de ce parcours de formation qui s'intitule donc La mobilité des femmes à vélo.
Et donc, j'ai croisé finalement ce sujet des inégalités de genre que j'avais finalement, dans le cadre de mon parcours professionnel, pas du tout travaillé. Et donc, c'est vraiment le croisement de ces deux sujets qui m'a énormément enrichi, passionné et je dirais animé pour le coup. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Et quand Mathilde, tu disais vraiment voilà, des sujets où vous pourriez passer des heures et discuter pendant des heures, c'est vraiment ça que moi j'ai ressenti à ce moment-là. Et finalement, à la suite de cette année Nouvelle Voie et de ce parcours, j'avais toujours pas l'idée de faire de l'entrepreneuriat, mais ce sujet qui m'animait, j'avais encore envie de le poursuivre. Finalement, le mémoire, ça a été une première grosse brique voilà, qui constitue une étape très importante, mais j'étais pas allée au bout, j'avais envie de continuer. Et l'idée de reprendre finalement un poste salarié, même si je pouvais peut-être l'envisager dans la mobilité vélo ou dans les inégalités de genre, mais pas forcément dans le croisement des deux, ou en tout cas plus difficilement. Je me suis dit, bah voilà, j'ai envie encore de me prendre un temps supplémentaire pour creuser davantage ce sujet, diffuser aussi déjà des premiers éléments que j'avais sur mon mémoire, et aussi, parce qu'en parallèle de tout ça, m'engager au niveau associatif. Donc, je me suis engagée dans l'association qui s'appelle La Villa Vélo, qui est une association de plaidoyer pour la promotion et le développement du vélo sur le territoire de la métropole de Lyon. Et donc voilà, et donc j'avais aussi envie de réaliser un engagement fort associatif. Ça faisait aussi partie des choses qui me tenaient à cœur. Et donc je me suis dit, allez, je me laisse encore du temps pour concrètement, hein, j'avais encore des indemnités chômage aussi qui financièrement me permettaient aussi de faire ce choix-là. Et donc c'est ce choix que j'ai fait. Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte que finalement, ça me plaisait vraiment, c'est l'activité que j'avais. Alors, en partie associative, mais finalement, la partie associative a représenté pour moi un terrain d'expérimentation pour mon activité entrepreneuriale. Parce que c'est là où j'ai pu tester d'animer des premières formations. En l'occurrence, là, sur les aménagements cyclables, c'est là où j'ai pu tester d'organiser un événement et d'animer une conférence, débat. C'est à travers cette association et à chaque événement, moi, en fait, je le prenais comme un défi professionnel. Enfin, voilà, je le prenais c'était sérieux pour moi et c'était aussi une façon de à la fois me tester pour savoir si j'en étais capable et également voir si ça me plaisait. Tu parlais aussi d'envie et ça, c'était aussi un gros point d'interrogation que j'avais, que finalement, j'avais un peu envie de le faire, mais est-ce que vraiment le faire allait me plaire, voilà, me donner du plaisir. Et donc, c'est finalement ce terrain d'expérimentation qui a été pour moi très puissant et qui m'a permis ensuite d'envisager finalement d'en faire une activité professionnelle et développer mon activité en indépendance. C'est vraiment, en fait, ça s'est fait vraiment par étapes, en fait. Et ensuite, dernier point que je m'étais noté, oui, et évidemment, le parcours Nouvelle Voie aide quand même aussi à ça, parce qu'on a des figures, des personnes qui sont aussi indépendantes, qui voilà, réalisent des projets. Et finalement, ce projet d'entrepreneuriat qui n'était pas dans le champ de mes possibles, eh ben, il s'est rajouté. Et à la fin de l'année, ce n'était pas forcément quelque chose que j'avais là tout de suite envie de faire, mais c'était devenu quelque chose qui était possible. Voilà. Et au fur et à mesure, après des étapes, c'est devenu quelque chose qui était logique dans la suite de mon parcours. Oui, donc c'est intéressant. Ça n'a pas été quelque chose de brutal pour toi, ça a été vraiment étape par étape. Et du coup, Ouais. tu t'es engagée à la Villa Vélo. Peut-être que tu peux dire quel est ton statut à la Villa Vélo quand même aujourd'hui. Oui, je suis coprésidente de l'association. Et donc, dans ce cadre-là, c'est très ouvert, de toute façon, dans le cadre associatif en général, les associations définissent un peu comment il va s'organiser. En l'occurrence, la Villa Vélo est assez ouverte sur les missions qu'on peut porter, mais il y a notamment des missions de porte-parole et donc de représentation publique, etc. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui m'a appris, en fait, parce qu'au départ, je suis rentrée par la pote, pas forcément pour faire ça. Et en fait, je me suis dit, ah, c'est ça aussi quand on est coprésident, coprésidente, on est censé parler à des journalistes, on est censé représenter l'association. Voilà, il y avait aussi cette casquette-là que après, j'ai appris à représenter. Et après, tu parlais au début de dire que finalement, il y avait des enjeux féminisme aussi qui étaient forts là autour de la table.
Et moi, je pense quand même que cet enjeu aussi, que j'ai travaillé dans le cadre de mon mémoire, m'a aussi quelque part aidé à avoir un peu de courage de me dire, bah oui, oui, les freins que j'ai, je sais aussi que c'est des freins qui sont liés à mon éducation et mon genre en tant que femme. Et donc, voilà, j'ai aussi envie de les lever, entre guillemets, et d'essayer d'avoir le courage. Voilà, ça m'a donné plus de courage, en fait, d'y aller. Voilà, on entend aussi beaucoup le sujet de la visibilisation des femmes. Et donc, je me suis dit, bah voilà, si je le fais pas, peut-être que ça sera à la place d'un homme. Et donc, du coup, il faut que j'y aille aussi pour représenter ouais, une femme de plus, quoi. Voilà. Ouais, merci beaucoup pour ton témoignage. Du coup, ça me permet de rebondir sur quelque chose je constate beaucoup en tant que personne qui accompagne. Pour vous donner des ordres de grandeur, là, en ce moment à Ronalpia, donc à Lyon, l'incubateur, ils ont donc des projets qui s'accompagnent tous les ans. Cette année, c'est 100% féminin. Alors, je suis un peu sur la question de genre, donc j'accompagne aussi beaucoup de femmes, mais on se rend compte que aussi il y a beaucoup de femmes qui demandent à être accompagnées justement pour gagner cette légitimité qu'elles n'osent pas forcément construire toutes seules. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent et effectivement, à Nouvelle Voix, donc c'est moi qui ai accompagné notamment Molly pendant une année. Quand je me rappelle, quand on a proposé d'être à la coprésidence au début, tu sentais pas du tout légitime pour le faire et finalement, bon bah ça se passe très bien. Donc c'est chouette aussi de se dire que voilà, avant d'entreprendre, effectivement, toi, je trouve que c'est intéressant d'avoir eu ce sas aussi qui t'a permis d'être dans un projet aussi collectif et pour te tester avant de te lancer. Ouais, et juste pour rebondir, aussi, les freins que j'avais par rapport à l'activité d'indépendante et d'entreprendre, c'était aussi, dans mon cas de consultant du coup indépendant, c'était aussi justement d'être seule. Et moi, c'était vraiment pas du tout mon projet de départ. Je sais que j'aime travailler en groupe, je sais que j'aime le collectif, et donc du coup, genre, je me disais, mais ça ne va pas du tout correspondre à ce que je veux faire. Et donc, en fait, déjà, quand on travaille un sujet qui nous intéresse et qui nous passionne, bon, le côté seul ou collectif, c'est pas qu'il est secondaire, mais disons que l'intérêt est quand même très fort et prime des fois sur la forme. Et ensuite, évidemment, on ne travaille jamais seul et on peut aussi, et moi, c'est ce que je cherche aussi à faire, développer des communautés et des partenaires où il y a du collectif et donc où on a aussi cet écho de travail, cette richesse aussi de la réflexion, etc. Donc on peut construire aussi, dans le cadre d'une activité indépendante, comme tu disais, des espaces collectifs, en fait. Oui, c'est ça, on crée des collectifs qui nous ressemblent aussi et donc du coup, c'est assez chouette comme expérience. Du coup, peut-être Audrey, si tu veux nous partager ton déclic. Tout à fait. Donc, moi, je vous avais laissé au tambour en masseuse bénévole une après-midi par semaine, voilà, juste pour mettre en œuvre et sortir sans forcément de projet. Et c'est à ce moment-là que je crois, je me trompe peut-être dans la chronologie, mais je crois que c'est globalement à ce moment-là que je prends contact avec Anciela en me disant, bon, j'aimerais bien commencer à réfléchir, mais encore une fois, sans avoir forcément de projet, mais à réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait devenir. Je voulais sortir de mon... Un des déclics, c'est quand même que j'en avais un peu marre de mon emploi actuel, même si j'étais dans une ONG qui avait déjà plein de sens. Il y a des choses en interne au bout de 25 ans où j'avais envie de, voilà, de retrouver, comme je vous disais tout à l'heure, du terrain, d'être un peu plus en maîtrise et en capacité de faire bouger des choses à un niveau local, local France. Donc, il y avait déjà ça qui était en tête. Donc, je contacte Antiela, je continue le bénévolat. Et puis, à un moment donné, je me dis, je me lance en fait. Et en même temps, j'étais salariée hein, à ce moment-là. Je passe à 80% en me disant, bon, je vais me prendre une journée entière pour aider un petit peu plus, aider un peu par Antiela. Et puis, pour essayer de réfléchir, moi, il y avait un frein financier évidemment. Hein, j'étais maman solo et salariée. La question, c'est qu'est-ce qui est en CDI? Donc, comment je peux faire ça? Et puis, avec Anciela, et puis arrive la promo Ronalpia où je vois écrit en gros, il faut au moins 50% de dispo pour entrer dans cette promo. Et je me dis, voilà, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'y réfléchis. J'ai fait appel à Anciela, j'ai fait appel à des formations, bilan de compétences ou équivalents qu'on peut avoir via les CPF et compagnie pour vraiment dire quel serait mon parcours le plus. Et à un moment donné, il faut sauter en fait. Et donc, c'est devenu une envie d'y aller. Et le vrai déclic, c'est au tambour, c'est en faisant. Je rencontre Nour et je raconte cette histoire à chaque fois comme étant mon pitch. Alors, si vous allez être accompagné, le pitch, ça va être la médaille d'or qu'il faut avoir et savoir faire, notre présenter le plus vite et le mieux et le plus clairement possible notre projet, notre envie. Nour, c'est une femme que je vous le raconte, vous me direz si ça vous parle après. Mais voilà, Nour, je la rencontre, ça fait 20 ans qu'elle est à la rue.
Ça fait 17 ans qu'elle refuse d'être touchée, mais vraiment avec des mouvements très cathartiques où elle exprime qu'elle veut pas être touchée, que c'est quelque chose de très compliqué. On comprend qu'il y a un vécu très compliqué autour de son corps, des violences et de ce qu'elle a pu vivre dans sa vie passée. Mais elle vient quand même au tambour régulièrement, donc elle a envie d'être en lien. Et puis, ça fait 15 ans qu'elle a une sclérose en plaques. Et la sclérose en plaques, ça se traite à 50% par de la kiné. Donc, ça fait 15 ans qu'elle prend du médicament, mais qu'elle ne fait pas la partie kiné. Je masse une fois par semaine et puis elle me voit masser, je crée du lien, je fais des choses avec elle en termes de jeu, de Scrabble, de liens de vie quotidienne. Et à un moment donné, elle va voir la directrice et elle dit, est-ce qu'Audrey, elle peut, je veux bien essayer, j'aimerais bien essayer, mais debout, habillée, 10 minutes, porte ouverte, dans un espace hyper safe. Voilà. Et évidemment, je m'exécute. Et au bout des 10 minutes, je lui propose de lui mettre la main sur le dos. Elle me dit oui. Déjà énorme temps, hein, 15 ans, 17 ans sans être touchée, enfin 15 ans sans être touchée. Et elle dit OK, on refait une séance. Et pour la faire courte, au bout de 3-4 séances, Nour, elle a un massage complet, allongé au sol, déshabillé, et il y a un vrai contact qui se crée de peau à peau et un lien qui s'est créé. Avec la directrice, on trouve une kiné qui est OK de travailler avec Nour parce que Nour a repris confiance dans le toucher, dans sa capacité d'aller voir un médecin. Elle commence de la kiné, elle devient plus mobile et elle va voir ses enfants qui habitent 2 villes après parce qu'elle ne pouvait pas faire avant parce qu'elle avait perdu de la mobilité Et surtout, je la vois interagir autrement autour de la table. Je la vois entrer en lien différemment, je la vois être plus à l'aise, je la vois dans quelque chose qui se joue. Aujourd'hui, elle est toujours à la rue, elle a toujours des difficultés à manger tous les jours à sa faim. Je pense maintenant avec le recul qu'elle est à nouveau aussi retournée dans une distanciation avec le corps des autres, mais pendant cette période-là, là, pendant 8 mois, il y a quelque chose qui a bougé. Et je me suis dit, le déclic, c'est ça, c'est me dire, si je peux rencontrer 50 Nours dans l'année, 70 Nours, en créant une structure qui permet d'accompagner ces femmes qui vivent des difficultés dans leur regard, dans leur propre corps et surtout dans leur lien à l'autre, j'aurais gagné mon utilité sociale sur laquelle j'avais envie de travailler. Et ça faisait vraiment de ce que je vous ai dit de mon parcours d'avant. Il y avait une espèce de logique absolue entre travail social, corps, sport, lien à l'autre, femme. Et que ça s'est construit là. Et donc le déclic, c'est que j'ai postulé pour Ronalpia. Pour postuler, il fallait que j'arrête de travailler. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle. J'ai négocié et discuté une rupture conventionnelle que j'ai eu la chance d'avoir. Et je suis partie en disant, voilà, je fais pendant 1 an et demi je vis pendant 1 an et demi de mes allocations chômage et sur cette année et demie, je me donne tous les moyens pour créer une association et essayer d'en vivre à la fin. Et je vous laisse là à ce moment-là parce que effectivement la prochaine fois c'est où j'en suis aujourd'hui. Mais si je peux parler des freins, il y a des freins de ce que tu disais, Mélodie, de est-ce que j'ose et j'ose pas. Alors en tant que femme, mais je pense qu'aussi en tant qu'homme, et en tant que femme, ça peut être quelque chose où on nous renvoie pas forcément qu'on est capable de ça tout le temps. Donc il y a ce frein-là. Il y a un frein pratico-pratique, hein, financier, de qu'est-ce que je vais vivre et de quoi je vais vivre et comment je vais vivre. Il y a un frein de est-ce que c'est déjà existant par ailleurs, mais en même temps, comme disait Mathilde, à ce moment-là, on va se compléter, on mutualise, on fait des choses. Je ne pense pas que ce soit un frein qui soit trop obstacle déterminant. Et puis, je pense qu'à un moment donné, il y a aussi quelque chose de l'ordre très perso et de son intériorité et de se dire à un moment donné, on risque, on y va. Est-ce qu'on a assez confiance en nous de se dire que si ça ne marche pas, eh ben, ça ne marche pas, on aura tenté. Voilà, moi, je me suis dit, j'ai 49 ans. À 50 ans, le marché du travail devient un petit peu plus compliqué. Et si ce n'est pas maintenant, je ne le ferai jamais, en fait. Et ça fait 3-4 ans que je le porte. Je n'ai pas envie de continuer ma carrière en même temps. Je n'ai pas osé y aller, le tenter. Donc, ça veut dire quand même une certaine rassurance sur le fait que si ça ne marche pas, et c'est OK que ça ne marche pas, en fait. Je pense qu'il y a un truc à se dire aussi, que c'est OK, on ne perd pas sa vie si jamais ça ne marche pas. Et qu'est-ce que ça veut dire marcher, d'ailleurs? Parce qu'aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif? Moi, je m'étais dit, ça marche parce qu'on aura 10 salariés, qu'on sera dans la France entière. Puis au bout d'1 an, je me dis, en fait, ça marche parce que l'association, je continuerai à la faire vivre, que moi, j'en vive ou pas, finalement. Mais en tout cas, le sujet, il a parlé et on le fera vivre en termes de quantité et d'ambition. Donc voilà, donc aussi le dernier frein que je mettrais, c'est sa propre ambition et l'objectif qu'on veut s'y fixer et que ça peut évoluer avec le temps. Et que risquer, voilà, on est dans un contexte national qui n'est pas forcément le meilleur aujourd'hui, mais pour avoir vécu dans plein d'autres pays dans le monde, on est quand même dans un contexte qui fait qu'on peut se donner le choix de rater un peu pour essayer de rebondir si on ne met pas tous les mêmes, comment on dit ça l'expression, tous les mêmes trucs dans le même panier. Voilà. Donc oser, je pense un dernier frein, c'est ça, c'est te dire, allez, j'arrête de parler, je fais, j'y vais, j'ose et j'ai confiance en moi pour me dire que je saurai rebondir. Trop bien. Merci beaucoup pour ton témoignage et pour ton pitch qui est très réussi. Tu vois, tu as des félicitations dans le chat. Non, effectivement, enfin,
Enfin, voilà, je pense que ça reprend pas mal de choses qu'on a dit sur à la fois, du coup, dans vos déclics, il y a eu la question de l'accompagnement aussi qui vous a aidé à ça. Et puis, le faire, en fait, toutes les deux, vous avez pas mal témoigné de ça, en fait, j'ai commencé à faire des choses. Et c'est ça qui m'a montré que c'était possible aussi. Et donc, sur la question d'oser, voilà, il y a des personnes qui vont le faire de façon très radicale, tout quitter du jour au lendemain, lancer leur structure. En fait, il y a évidemment plein d'étapes possibles pour le faire de façon beaucoup plus sereine. L'idée, c'est pas de vous mettre en difficulté. Au contraire, c'est vraiment de sentir que là, il y a un moment, c'est le bon moment. Et en fait, quand on arrive à ce moment, en fait, le fruit est mûr et c'est juste hyper facile de le détacher. Alors que peut-être un an avant, ça nous aurait paru complètement fou de faire ce pari-là. Donc voilà, donc c'est aussi quelque chose qui peut prendre du temps et ça, il faut l'accepter et c'est tout à fait OK. Et donc, voilà, comme on fait beaucoup de teasing, j'arrive à ma troisième question qui est plutôt là. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu, c'est quoi votre quotidien d'entrepreneur du coup, pour montrer un petit peu aux gens qui nous écoutent là, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, enfin voilà, d'entreprendre dans votre situation en fonction aussi de la maturation de votre projet, depuis combien de temps vous le faites, etc. Voilà, quelles sont les choses un peu importantes dans votre quotidien. Peut-être si vous avez aussi des petits conseils à donner là-dessus, n'hésitez pas. Donc, je poursuis. Donc, moi, juste pour préciser aussi mon activité et un peu les enseignements en fait, que j'ai tirés de mon mémoire et cette conviction qui m'a donné envie en fait, finalement de répondre à ce besoin. Tu parlais aussi avant de dire à quel besoin je réponds, voilà, et qu'est-ce que j'ai envie, comment j'ai envie de contribuer. C'est finalement, bon, moi vraiment au début, c'était sur l'enjeu de la pratique du vélo et en fonction du genre. Et donc, finalement, de se dire que moi, je suis arrivée en me disant, voilà, je crois beaucoup dans ce mode de déplacement. Je pense qu'il a un potentiel de développement très fort. Comment on fait pour finalement, aujourd'hui, il représente une part modale, c'est-à-dire il y a assez peu de personnes quand on compare par rapport aux autres pays européens qui pratiquent le vélo, comment on fait pour augmenter cette part modale. Et donc, en regardant cet angle du genre, je me suis aperçue de plein de choses, et notamment de cet angle mort, de voir que finalement, les femmes se déplacent différemment des hommes et ont un certain nombre de besoins vraiment spécifiques liés beaucoup, et c'était un des enseignements de mon mémoire, aux normes de genre, justement, et donc à comprendre déjà de quoi il s'agit, de quelles normes, voilà, tous les enjeux des inégalités de genre soient apparus, et de se dire, en fait, si on veut que la pratique du vélo, elle se développe, il faut en fait absolument prendre en compte aussi ces enjeux-là de genre, en fait. Et les nier quelque part, c'est un obstacle supplémentaire au développement du vélo. Et donc, c'est vraiment en fait cet angle-là que j'ai trouvé intéressant et qui, quelque part, était assez nouveau, même si évidemment, il y a plein de gens aussi en France qui ont la même conviction que moi, hein, je ne suis pas toute seule. Mais en tout cas, j'ai voulu me dire, moi, j'ai envie de prendre le temps et l'engagement de justement porter ce message et d'aller travailler avec des acteurs du transport, les acteurs de la mobilité pour porter quelque part ce plaidoyer et les aider après concrètement à dire qu'est-ce que ça veut dire prendre en compte l'angle du genre concrètement sur le terrain, dans les produits, dans les services, dans la communication, etc. Tous ces enjeux-là de comment en fait on peut voilà, croiser ce sujet du genre et des mobilités. Et là, aujourd'hui, forcément, je diversifie un petit peu mon activité en m'intéressant aux autres mobilités alternatives. Donc, il y a évidemment les transports en commun, mais aussi l'autopartage, le covoiturage, la marche. Voilà, il y a tous les enjeux de mobilité à développer par rapport à la voiture individuelle. Donc voilà un peu les champs d'activité. Et moi, concrètement, aujourd'hui, mon statut, on va dire, comment je me présente. Donc, je dis consultante, formatrice et conférencière. Mais globalement, ce que j'ai beaucoup développé, c'est le volet formatrice et conférencière. Et là, je suis en train cette année de davantage développer le volet conseil. Et donc, l'idée, c'est de proposer des outils d'animation, de sensibilisation sur ces deux enjeux, à la fois d'un côté, juste les enjeux de mobilité décarbonée, quelles sont les mobilités alternatives, voilà, quels sont les enjeux, les impacts en fonction de l'histoire, du genre aussi des personnes.
et de l'autre côté, les enjeux d'inégalité de genre. Et donc, notamment, là, en commençant, en fait, c'est vraiment deux outils que j'ai pris, qui étaient sur le marché, qui sont la fresque de la mobilité et la fresque du sexisme. En fait, c'est comme ça que j'ai démarré en me disant, bon, bah, voilà, il y a des outils qui existent, qui fonctionnent, que j'avais testé, que j'avais voilà, validé, approuvé, aimé. Et donc, je vais devenir animatrice formée, etc. Et faire ça. Et ensuite, au fur et à mesure, avec ces premières briques, et ben, moi, j'ai commencé à construire d'autres briques qui m'étaient propres, en fait, et à proposer des formations auprès d'instituts sur justement le sujet croisé du genre et de la mobilité. Ensuite, on est venu vers moi pour intervenir dans le cadre de conférences, de webinaires. Et donc, du coup, je me dis, ah bah tiens, en fait, ça peut aussi être une activité dans mon développement de proposer de l'animation, de table ronde, de l'intervention en conférence. Et voilà. Et donc, en fait, j'ai rajouté quelque part mes offres au fur et à mesure que j'ai tâté en fait le terrain, que les personnes sont venues me voir, que j'ai testé, essayé et que ça fonctionnait. Et donc là, je développe plutôt des activités de conseil sur justement auprès des opérateurs de mobilité sur comment on développe une mobilité en prenant en compte l'angle du genre, les aspects d'inclusivité, sachant qu'il y a évidemment plein d'autres aspects sur l'inclusivité au handicap. Voilà, il y a le panel, on va dire, de la diversité aussi à prendre en compte. Mais bon, moi, je me positionne vraiment sur le périmètre du genre. Voilà pour la description un peu des activités. Et après, concrètement, en tant qu'indépendante, au-delà de l'activité, bah, il y a tous les enjeux de commercialisation, de un peu comptabilité, de relations voilà, commerciales, démarchage. Et donc ça, c'était vraiment en tant que ingénieur pour le coup, j'avais pas du tout fait ça et je dirais même que c'était plutôt des choses qui ne me donnaient pas envie, euh, que je que je trouvais pas forcément à la fois intéressante et que pas valorisante. Voilà, c'est pas au départ, on m'aurait dit tu vas faire à la commerciale ou tu vas faire de la com. Je me serais dit mais moi, mais non, c'est pas mon truc. Et au final, en fait, ce qui est hyper intéressant dans le projet entrepreneurial, c'est comme c'est son projet et qu'on y croit, et ben en fait, bien sûr qu'on a envie de communiquer et bien sûr qu'on a envie d'appeler les gens et leur dire, mais regardez, c'est super intéressant, c'est ça qu'il faut, ça, voilà ma vision et voilà comment il faut développer les choses. Et ça devient du coup presque un plaisir, entre guillemets, même si ça reste du travail, hein, avec de la fatigue qui va avec. Mais disons que c'est pas du tout la même vision des choses. Et même à Nouvelle Voie, j'avais fait des petites missions de démarchage sur le sujet de mobilité, donc j'étais quand même en cœur, mais c'est pas du tout le même positionnement. Et donc, je vis pas du tout pareil le démarchage que je peux faire aujourd'hui que du démarchage que j'aurais pu faire il y a un an sur des causes qui étaient aussi nobles hein, par ailleurs. Donc voilà, donc vraiment, s'il y a des freins sur certaines activités où on peut se dire, bah, c'est pas si ça va me plaire, vraiment se mettre, voilà, quand c'est vraiment son projet et qu'on y croit, et ben finalement, ça vraiment, ça bouge, ça fait énormément bouger les choses sur certaines des activités. Voilà. Et puis du coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, on développe plein de compétences. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, Audrey, est-ce que ça va rater, est-ce que ça va marcher? C'est vrai que c'est une grosse question. On se dit, mais qu'est-ce que je fais? Puis pourquoi je fais ça? Enfin, souvent des questions, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Enfin, des fois, c'est presque au début. Moi, au début, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Enfin, des fois, je me posais vraiment des questions. Et en fait, bah, déjà, comme c'est le sujet qui nous anime, bah, en fait, on continue, puis on est accompagné, donc ça nous aide à continuer. Puis par ailleurs, on se dit, bah, en fait, j'apprends tellement de choses, je monte en compétence sur tellement de choses que c'est aidant en fait pour se dire que derrière, voilà, ça va nous aider et qu'on va rebondir dans tous les cas. Et donc moi, j'ai jamais envisagé cette expérience-là que je vis comme un possible presque échec. Enfin, pour moi, je me suis toujours dit que ce serait une brique de plus, quelque chose de positif. Enfin, ça, j'en suis. Par contre, il y a, moi, ce qui était le plus difficile pour moi, c'est l'incertitude sur la suite et le manque de visibilité et puis le volet financier quand même. Où vraiment, voilà, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais avoir des prestations? Voilà, ça, c'est des gros sujets qui peuvent être assez anxieux. Et après, voilà, plus on avance, plus ça s'éclaircit, plus on commence à avoir des partenaires et donc on se dit, OK, on a un peu plus de visibilité dans le temps. Puis voilà, les choses se font et on prend confiance dans le fait que c'est possible
et que ça va aller en fait. Même si on n'a pas des fois beaucoup plus de visibilité qu'avant, on a la confiance dans la suite en fait. C'est ça qui pour moi a un peu évolué ces derniers temps. Trop bien. Merci beaucoup, Mélodie, pour ton témoignage. Audrey, si toi, tu veux raconter un petit peu ton quotidien. Je vous ai laissé avec Nour et globalement, mon quotidien, si je caricaturais, ça a changé beaucoup, mais au début, je faisais beaucoup de câlins. Voilà, mon quotidien, c'était de faire des câlins. Parce que je parlais de massage avec Nour, mais en fait, le projet, il a évolué. Enfin, il a évolué. En tout cas, il a été vers une question de cette question de l'isolement corporel des femmes et comment on y répond par le toucher relationnel. Et toucher relationnel, c'est pas que du massage. Le massage, c'est une partie technique, mais c'est avant tout aussi des enjeux d'automassage, d'enlacement. Enfin, voilà, on est plus large que cette question. On n'est pas masseur, on ne se définit pas comme masseur et masseuse. D'ailleurs, on ne se définit pas parce qu'on n'est ni psy, ni masseur, ni kiné. On est un peu entre tout ça. Mais en tout cas, voilà, si je dois dire mon quotidien, je dirais que pendant un an, quasiment 6 mois, 6 mois, un an, c'était chercher des partenaires et faire des câlins. Moi, ce matin, et puis là, ce matin, toute la matinée, j'étais à la Maison des Femmes à accueillir. J'ai fait 5 séances avec 5 femmes de la Maison des Femmes. Et cet après-midi, je suis avec vous et je partage mon expérience d'entrepreneur. Et demain, je reçois une fondation pour aller chercher des fonds auprès des fondations privées, d'entreprises qui vont. Voilà. Donc, il y a une diversité, en tout cas, sur le quotidien. Mais si je peux la faire un peu sur l'histoire de demain, on a commencé, j'ai créé. Donc, je rencontre Nour, j'ai cette idée avec Anciela. Je me dis, je crée l'association. Je viens du monde associatif, je connais que ça et j'ai envie de continuer dedans. Et je suis du monde voilà, du collectif et c'est vraiment ce qui me parle. Donc, je ne m'interroge pas 2 secondes sur le statut, hein, très honnêtement. Moi, c'était tout de suite obligatoirement asso. En me disant, si ça ne marche pas le collectif, ben, j'aurai encore le temps de changer mes statuts pour faire une entrepreneur. Rien n'est figé. Gardez ça aussi en tête. Ça peut se bouger, en fait, les statuts. Si votre projet il se vit autrement et que vous sentez qu'il doit se vivre autrement, ben, vous changerez le statut. C'est de l'administratif, c'est pas cool, mais ça se fait. Ça ne fait pas mourir le projet en lui-même. Donc, moi, je l'ai vécu en asso. Je l'ai créé en février 2024. En septembre 2024, je me dis, en juin 2024, je dis à mon boss, j'en ai marre, je veux m'y mettre à 100%. Je négocie ma rupture conventionnelle et en septembre 2020, je dis 24, 25, enfin, je dois me tromper dans les dates. En tout cas, en septembre 24, non, septembre 24, je pose mon dossier à Ronalpia, j'ai ma rupture conventionnelle et je commence en janvier 2025 avec Ronalpia. Donc, moi, j'entre à Ronalpia avec mon asso déjà créé, avec mon projet déjà un peu construit et l'idée, c'est de commencer à lancer et à faire preuve de concept. Pendant un an, je vais, comme dit Mathilde, hein, je vais tester. Je cherche pas, je suis pas dans l'enjeu financier à ce moment-là. Je vais juste, est-ce que mon idée, elle parle? Est-ce que les partenaires sont OK? Est-ce que les femmes, ça leur fait quelque chose? Est-ce que les séances qu'on monte, elles ont du sens? Et pendant un an, je fais ça et je signe 7 partenariats avec 7 structures différentes pour aller essayer sur des profils de femmes différents. Certains me payent, c'est chouette. Donc, j'ai profil femmes violentées qui vivent des violences conjugales. J'ai des femmes qui sont en parcours de migration avec enfants ou sans enfants. J'ai des femmes qui sont des femmes à la rue. Voilà, je vais chercher un peu des profils. Enfin, je vais chercher, c'est caricatural ce que je dis, mais travailler avec des associations qui peuvent me permettre de tester et de consolider les protocoles d'accompagnement et les activités que je propose pour pouvoir construire mon offre qui fasse du sens au regard des activités, des besoins et des femmes elles-mêmes, évidemment, et surtout des structures partenaires. Donc aujourd'hui, on a une association, je vais essayer d'aller un peu plus vite, pardon Mathilde. Aujourd'hui, on a une association avec des activités d'accompagnement individuel et ateliers collectifs. On a des formations pour les professionnels parce qu'on s'est rendu compte que quand on est rentré dans une structure, ben, en fait, toucher relationnel, on ne sait pas ce que c'est. Isolement corporel, c'est un impensé qui n'existe pas encore. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation et de formation des pros. Et on a une activité d'études, recherche, action pour pouvoir développer des nouvelles connaissances sur ce sujet du toucher relationnel et du droit à la tendresse pour tous, hommes et femmes, même si on n'agit que pour les femmes, c'est bien pour, au final, travailler sur l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, bah, on est le 6, depuis 2 jours, je suis directrice de l'association, donc salariée. Au bout d'un an et demi, en 2025, j'ai fait, pour être très concret, voilà, on a fait un chiffre d'affaires de 20 000 euros, moitié activité prestée, moitié subvention de la mairie de Lyon et de la métropole. Et puis sur 2026, ben, on a gardé des partenariats et on va chercher du client. Et aujourd'hui, j'ai qu'une trésor de 3 mois, donc je serai directrice peut-être que pour 3 mois, mais c'est là où je dis à un moment donné, on se lance, on tente et on croit dans notre capacité à aller chercher des fonds. Alors, à l'inverse de toi, Mélodie, j'avoue que moi, la partie recherche de fonds, même si j'y crois à fond à mon sujet, c'est vraiment pas ce qui me parle. À la limite, avec les partenaires, aller faire toute la partie plaidoyer militance, j'adore. Et c'est aussi par là qu'on va chercher des fonds, puisque c'est Oui, c'est ça, c'est les deux. important. Évidemment, tu as raison. Mais par contre, la question, appel à projet, contacter des On est là. fondations, garder du lien, du réseautage, moi, aujourd'hui, je l'avoue, hein, c'est 50% de mon taf.
Et je dis aux fondations, donnez-moi des sous pour que j'arrête de prendre 50% de mon travail pour faire la recherche de fonds parce que je veux le porter dans les services proposés aux femmes et à autre chose. Donc mon taf, c'est ça. La deuxième partie, c'est quand même encore et beaucoup de la vie associative et de la dynamique parce que j'ai un groupe de bénévoles et l'idée que je forme, parce que j'adore former, je suis ingénieur de formation. Donc je forme des bénévoles à la pratique pour que ce ne soit pas moi qui fasse du câlin à 100%, mais bien que ça soit une partie collective. Donc ça, c'est ma deuxième grosse activité. Et puis la troisième, on va être sur et puis moi-même, j'interviens évidemment, comme je vous dis ce matin. Et puis après, on est sur de la compta administrative, voilà, du classique. Un truc important que j'ai dans les freins, c'est comment travailler. Moi, j'ai commencé à travailler seule chez moi. Je venais de salariat d'une équipe hyper calée pendant 20 ans et je me retrouvais seule chez moi. Au bout de 3 mois, j'ai pété un pont. Donc, j'ai dû aller chercher du coworking et puis je sentais que ça suffisait pas. Donc, je me suis pris un petit bureau là où vous me voyez aujourd'hui. Mais dans 2 jours, je vais rejoindre un tiers-lieu qui s'appelle La Médiane, qui est un tiers-lieu d'associations féministes, parce que j'avais encore envie, encore plus de ce collectif. Donc, les conditions de travail sont aussi hyper importantes dans votre graduation et dans la façon dont vous montez et ce qui vous parlera le plus. Moi, je sais que je ne peux plus bosser chez moi, ce n'est pas possible. Je vais et je me prends des horaires 9h18, 9h19. On a toujours le projet dans la tête. Ça, faut être clair, et je pense, Mélodie, tu diras aussi, et Mathilde, on porte le projet matin, midi, soir. Par contre, je trouve, pour moi, j'avais besoin de m'astreindre à des temps de travail. Me dire, je ne vais pas me mettre à travailler à 4 heures du matin parce que l'idée, elle m'arrive. Je ne vais pas me mettre à travailler à 22 heures parce que j'ai autre chose à faire. Donc, moi, un des conseils, c'est d'équilibrer ressources perso et ressources pro et de se dire, quelle que soit la méthode dont vous le faites, mais de vous caler les horaires pour que vous sachiez trouver des lieux de ressourcement autres que l'association et peut-être d'être bénévole dans un autre truc qui n'a rien à voir avec le sujet. En tout cas, moi, en tant qu'association, j'ai eu besoin de ça pour pas, je pars en vacances, dès que je vois un truc, ah tiens, on devrait faire ça pour l'asso. Et il faut, à un moment donné, il faut s'arrêter, sinon. Et on est souvent très très seul. Donc je le disais, faites-vous accompagner, discuter, échanger. C'est compliqué dans une asso, peut-être encore plus qu'en entreprise ou en indépendant, mais dans une asso, c'est compliqué aujourd'hui du passer du jeu au nous. On est vraiment dans ce travail-là. Je suis porteuse du projet, j'étais jeu toute seule, et même si j'ai un CA de 9 et même si j'ai des bénévoles, faut passer à une gouvernance collégiale, il faut passer à un nous et que je me lâche et que je devienne vraiment directrice. Et d'ailleurs, je ne suis plus dans la gouvernance et c'est plus moi qui décide. Ça aussi, ça va être un autre challenge. Voilà, pour un peu, s'il y a des questions, avec plaisir, mais voilà, pour dire où j'en suis, les freins. Et là où j'en suis aujourd'hui. Merci beaucoup. Du coup, si hop, vous voulez poser un petit peu vos questions, hop, je change juste ma slide, voilà, comme ça, vous savez qu'on en est là. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'ai vu qu'il y a déjà quelques questions qui ont été posées, mais du coup, tu as déjà répondu, Audrey, sur le temps que ça te prenait, la recherche de partenaires aujourd'hui. Donc, tu disais que c'était 50% de ton temps. Alors, je pense que de toute façon, ce qu'il faut retenir de vos témoignages et de mon expérience là-dessus, enfin effectivement, je pense qu'une des qualités qu'on va attendre de l'entrepreneur, ça va être la polyvalence, parce que comme vous l'avez montré dans vos différents rôles, vous faites plein de choses différentes. Et donc, il y a aussi des moments d'étape, on va dire, avec cette première étape où vous êtes seul d'abord, et donc effectivement, vous allez tout faire vous-même. Et puis après, effectivement, on va avoir de plus en plus de gens qui viennent nous aider. Et puis sur la question de la recherche, pour le coup de partenaires, financement, etc. Au début, évidemment, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'espace. Et l'idée, c'est de pérenniser après en fait ces relations-là et que ce soit quelque chose qui prenne qui prendra toujours du temps, mais en fait qui en prendra significativement moins par rapport au reste de l'activité. Et puis, il y avait une autre question qui était plutôt pour toi, Mélodie, mais qui est sur la même thématique. Quelle forme prend ce démarchage? Quels canaux utilisez-vous? Et comment êtes-vous sollicité? Et quel est le profil des personnes qui vous sollicitent? Alors, le démarchage, pour moi, c'est soit des personnes identifiées clés, finalement, sur mes sujets ou en responsabilité dans le secteur du transport. Enfin, moi, il se trouve qu'en fait, il y avait un certain nombre d'associations, notamment l'association Femmes en Mouvement, qui croisent déjà ce sujet du genre et de la mobilité. Il y a aussi les femmes à vélo, c'est elles qui ont été un peu le support, parce que du coup, j'ai fait un webinaire sur mon mémoire et ça m'a donné aussi de la visibilité. Et via cette visibilité-là, en fait, des personnes sont venues en fait, spontanément me voir en disant ah, ça m'intéresse ce que tu fais, est-ce que tu serais intéressé pour faire ça? Donc, en fait, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu d'aller vers en recherchant des personnes clés qui peuvent nous aider et qui peuvent aussi parler de nous. Et à aussi parler en fait. Et là, il faut trouver des supports aussi pour être entendu. Bon, pour le coup, les réseaux sociaux, pour ma part, ont été clés, notamment le réseau professionnel LinkedIn.
Et donc là, en fait, c'est finalement une manière, un média pour se rendre visible et que les personnes nous connaissent, prennent en contact avec nous. Et après, ça peut faire voilà, des discussions, des échanges. Donc en fait, c'est les deux, quoi. C'est à la fois, quand je parlais de la communication, c'est cet enjeu aussi là voilà, visibiliser finalement notre plaidoyer, ce qu'on fait, pour que les personnes sachent, en fait, hein, tout simplement. Parce que si personne ne sait ce qu'on fait, bah, forcément, on travaille avec peu de personnes. Et après, c'est du relationnel aussi, d'aller trouver bah, le réseau, les associations qui sont intéressées par ces sujets, etc. Voilà, en gros, et donc le démarchage, bah, c'est du mail et du téléphone, quoi, tout simplement, de la visio, enfin les basiques, quoi. Trop bien. Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai effectivement il y a une question de Marie sur comment choisir la bonne structure juridique. Alors Audrey, tu l'as évoqué rapidement. Sur la question de la structure juridique, en fait, peut-être pour dézoomer un peu cette question, c'est la question en fait des étapes quand on crée du coup son projet. La première étape, ça va être vraiment de définir ce projet de façon très spécifique, de savoir vraiment qui est le public, qui le porte, comment, dans quelles conditions, etc. Et en fait, c'est toutes ces questions-là qui vont vous amener assez naturellement ensuite à une structure juridique. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait tout de suite. C'est vrai que c'est souvent quelque chose que pensent les personnes qui vont entreprendre, se dire il faut d'abord que je sache si je veux être seule, en association, en entreprise. Mais finalement, quand vous avez une idée de projet au départ, le projet il est pas très clair et très défini. Et donc, en fonction de, par exemple, si la partie bénévole est importante pour vous, si la partie financement finalement va beaucoup reposer sur du non marchand. Enfin, il va y avoir plein de questions qui vont vous permettre en fait d'arriver à cette question-là. Mais pour le coup, c'est pour ça qu'on vous disait d'être accompagné, parce que les structures qui vous accompagnent vont vous aider en fait à discerner quelle est la bonne structure juridique, sachant que parfois en fait quand vous dialoguez ou je sais pas, vous allez dans un lieu, etc. Vous savez pas forcément en fait quelle est la structure juridique. C'est pas quelque chose qui est si important en tout cas dans l'identité du projet. Alors ça va vraiment dépendre des projets, mais en tout cas il faut déjà être vraiment très au clair sur ce que je veux faire et comment je veux le faire. Et ensuite, vous allez avoir cette réponse-là, mais ça va être tellement dépendant de plein de facteurs que c'est difficile d'y répondre de façon voilà, concise, on va dire. J'étais en train d'essayer de répondre à la. Alors, pas de répondre, mais d'apporter peut-être quelque chose sur Noé qui disait voilà, qu'elle était dans une asso qui fonctionnait à 100% qu'avec des bénévoles et qu'elle cherchait, si j'ai bien compris, à pouvoir avoir un salarié et à s'interroger sur savoir si c'était. Voilà, comment faire ou en quoi c'était gênant. Ma réponse, c'est peut-être juste il n'y a pas de gêne particulière au fait d'avoir fonctionné qu'en bénévole. C'est juste que pour la recherche de fonds, certains financeurs vont avoir du mal à financer uniquement du salariat et du fonctionnement, comme on appelle. Donc, il faudra pouvoir identifier et analyser quelles sont les activités faites par vos bénévoles et celles qui souhaiteraient être liées à un poste salarié. Et donc, si c'est pour une compta, ça va être compliqué. Si c'est pour un formateur ou quelqu'un qui agit et qui met en œuvre l'activité, voilà, après, c'est des recherches de fonds classiques au niveau des appels à public, au niveau des financeurs privés. Mais le fait que vous y étiez 100% bénévole, c'est plutôt un point positif. Souvent, les financeurs valorisent la mobilisation des bénévoles et la participation citoyenne pour une association. Donc voilà, c'est peut-être plus clarifier le poste sur lequel vous souhaiteriez avoir des fonds et j'ai tendance à penser que vous auriez plus de réussite à le faire si c'est un poste qui est en activité, lié à l'activité de votre projet plutôt que lié à l'activité support. Mais ça, c'est un avis très personnel et Mathilde, tu devras certainement dire autre chose. Non, mais oui, pour compléter, effectivement, j'ai accompagné pas mal de structures qui avaient été très longtemps bénévoles et effectivement, il y a ce sentiment d'être embêté de demander de l'argent à un moment, alors que moi, je dis toujours, il faut vraiment le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire rendez-vous compte de tout ce que vous avez réussi à faire grâce du travail bénévole et donc finalement sans le financement de la collectivité qui est aussi là pour soutenir ce type de projet normalement. Et donc c'est comment est-ce que vous arrivez aujourd'hui à valoriser en fait tout ce temps que vous avez déjà passé et en disant finalement vous voyez pour 1 euro que vous mettez dans notre projet, nous ce qu'on est capable d'en faire parce que là en fait avec très peu de moyens on a déjà eu une action qui était très importante et donc en fait les personnes qui vont vous financer que ce soit des fondations privées ou des institutions publiques, elles, leur intérêt, c'est de se dire, je vais placer mon argent dans une structure qui va avoir le maximum d'impact. Aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, de montrer que vous êtes capable de faire beaucoup d'actions avec très peu de moyens, c'est en fait un argument que moi, je trouve hyper puissant pour dire, en fait,
vous nous faites un effet de levier et nous, on est capable de faire plein de choses avec ça. Il ne faut pas du tout avoir honte, au contraire. Faut vraiment y aller très fier en disant voilà tout ce que nous on a réussi à réaliser de notre côté. Maintenant, on a envie de se professionnaliser, de se développer ou voilà de faire un passage à l'échelle, peu importe votre situation. Et donc pour ça, on a besoin de vous. Et en fait, vous allez voir des structures qui sont alignées avec vos valeurs et vos modes de fonctionnement. Et en disant voilà comment est-ce que vous pouvez nous aider pour professionnaliser notre structure. On l'a fait de façon bénévole, ça nous a pris un temps, mais là, en fait, c'est juste pas tenable sur le long terme. On a besoin aussi d'avoir des postes salariés pour pérenniser l'activité. Et là, effectivement, vous pouvez les rencontrer en fait vraiment dans un premier temps et voir ce qu'elles vous répondent en termes de besoins, effectivement, sur est-ce qu'on finance le fonctionnement, pas le fonctionnement. Est-ce que ça va être des projets spécifiques qui vont être financés, qui vont permettre de payer des postes salariés ou pas. Enfin, il va y avoir plein de possibilités là-dedans. Mais en tout cas, vraiment, aller rencontrer les personnes qui vous paraissent être les bonnes personnes pour financer, que ce soit des élus qui sont dans les délégations qui vous correspondent sur votre territoire, des fondations, ou après des structures qui ont l'habitude d'accompagner et qui peuvent vous mettre en lien aussi avec ces différentes structures. Alors, je vois qu'il y a une autre question, avec plaisir. Comment rencontrer des personnes qui ont des projets et des besoins de partenaires et inversement faire part de nos besoins et de partenaires? Je ne sais pas si vous, Mélodie et Audrey, vous avez de l'expérience là-dessus ou pas. Je suis pas sûre d'avoir compris la question, pour être honnête. Est-ce que c'est peut-être Marianne, si vous pouvez reformuler, est-ce que la question c'est j'ai envie de me lancer, mais j'aimerais bien trouvé des associés? Ce serait ça le besoin? Ouais, si c'est ça. Alors, en tout cas, ce que ça m'inspire, c'est selon la thématique de votre projet, c'est d'aller encore une fois dans les assos et d'aller rencontrer des acteurs qui agissent sur les thématiques sur lesquelles vous souhaitez agir ou qui sont en lien avec les thématiques avec lesquelles agir et de partager votre envie et votre idée. Enfin, des fois, ça peut être il y a des structures qui peuvent, voilà, des gens à rencontrer, partager votre idée et plus vous partagerez plus votre idée, plus vous aurez des gens peut-être qui dans un réseau X ou Y viendront vous dire, tiens, ça m'intéresse, j'ai peut-être envie de faire ça avec toi. Mais voilà, à mon échelle, ce serait un peu ça, mais Oui. Ouais, c'est ça, c'est s'impliquer avec les acteurs déjà sur le sujet, quoi. Essayer déjà de collaborer, peut-être pas exactement sur le projet là qu'on a, mais sur des choses annexes qui vont autour. Et en fait, ça permet déjà de mieux comprendre l'environnement, les acteurs, etc., qui est un préalable aussi important au développement de l'activité. Et qui permet aussi de maturer un petit peu l'idée, voilà, de la préciser peut-être aussi. Euh, Oui, et puis je vois que vous êtes dans 69 dans le Rhône, donc je reparle d'Antiela pour le coup. Donc Antiela qui est, alors, je peux peut-être le réécrire dans le chat pour que vous ayez l'orthographe, mais du coup qui est une association qui est un petit peu, on va dire, qu'on appelle un peu gare centrale, c'est-à-dire qui va regrouper en fait énormément d'associations et d'initiatives sur le territoire, donc notamment pour la question de trouver des projets qui pourraient nous intéresser. Donc en fait, Antiela, il y a aussi un guide d'Antiela avec toutes les initiatives qui sont sur le territoire, et puis toutes les personnes qui sont dans la pépinière actuellement. Et donc vous pouvez aussi voir quelles sont les initiatives en cours et dans le fonctionnement aussi, on peut en fait, si vous lancez un projet, au début vous êtes seul, vous savez que vous voulez chercher quelqu'un, en fait, Ancela peut vous aider à relayer aussi cet appel à recherche d'associés, de partenaires pour votre projet. Donc j'imagine, voilà, je connais mieux le territoire lyonnais, mais en tout cas sur votre territoire, vous pouvez aussi regarder quelles sont un petit peu ces associations, qu'on va appeler Gare Centrale, qui vont réunir tout un tas d'initiatives et qui peuvent relayer aussi votre appel pour toucher des personnes qui pourraient correspondre à votre projet. Et truc bête, mais que j'ai fait quand même, c'est les sites internet des villes. Dans les villes, vous avez la liste normalement des associations, puisqu'ils ont une obligation a priori de connaître. Donc vous avez la liste de toutes les associations par thématique. Et je pense aussi du côté entreprise, vous avez la liste ou quelque chose. Enfin, si les sites des villes sont à peu près corrects, ça peut être aussi une source assez distanciée, mais déjà d'un premier niveau de cartographie du secteur et des acteurs dans votre secteur. Carrément. Eh bien, il est 15 heures tout pile. Alors, je vous propose deux dernières petites choses avant de terminer. Donc, peut-être pour Audrey et Mélodie, juste si vous voulez partager peut-être un appel à l'action par rapport à votre initiative. Et puis, dans un second temps, ce que je vous proposerai à chacun, chacune, c'est de partager peut-être le prochain pas que vous voulez mettre en place au sein là de votre réflexion sur l'entrepreneuriat, que ce soit
bah, voilà, de rencontrer un incubateur, de parler à vos proches de votre projet, etc. Et si vous voulez, vous pouvez le partager dans le chat avec nous. Mais d'abord, je vais peut-être laisser la parole, peut-être Audrey, si tu veux partager ton appel à l'action. Ah oui, mon appel à l'action. Alors, je vais pas être, voilà, juste pour info, et c'était chaud, on est en virtuel, mais j'espère que vous avez un peu de gens autour de vous. Moi, mon appel à l'action, c'est qu'il faut 8 fois 20 secondes par jour pour être à peu près bien dans son corps et dans sa tête. Donc, je vous invite, si vous avez l'occasion sur la semaine, tous les jours, d'essayer au moins de faire un câlin de 20 secondes à quelqu'un de votre entourage et de le penser de façon intentionnelle et d'une partage bienveillance. Deuxième chose, allez liker sur LinkedIn, on en est là. Moi, on a besoin de visibilité et peut-être de gens qui souhaiteraient être bénévoles ou qui souhaiteraient soutenir la visibilité de l'association. Donc voilà. Mais d'abord et avant tout pour vous, trouver des gens avec qui faire des câlins, c'est super chouette. Merci Audrey. Trop bien, je penserai à toi pour mon prochain câlin avec mes enfants notamment, qui heureusement est régulier. Oui, bah du coup moi, effectivement, ouais, n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur LinkedIn, voilà, pour étendre le réseau. Si jamais vous avez des connaissances, des proches où vous êtes aussi acteur dans le secteur de la mobilité, voilà, c'est toujours intéressant d'élargir son réseau et après pourquoi pas partager justement l'activité que je porte. Et concrètement, je peux aussi vous proposer, parce que je continue quand même des sessions de sensibilisation sur les enjeux de mobilité, les enjeux aussi de la mécanique sexiste. Et donc, je peux vous mettre peut-être dans le chat, je ne sais pas, bah, Ouais, oui. le lien d'inscription des 2 prochaines fresques que je fais. Il y en a une en présentiel à Lyon, c'est le 16 juin, dans le 3e. Et puis, il y en a une en distanciel, c'est la fresque de la mobilité, et je crois que c'est le 22 mai. Voilà. Je vous mets les 2 liens. Et puis, bon, c'est des liens bruts pour le coup. Il n'y a pas de com avec là. Mais voilà, au moins, c'est. Trop bien. Merci beaucoup pour vos propositions à toutes les deux. Donc voilà, si vous qui participez, vous avez envie de partager votre prochain pas dans le chat, n'hésitez pas, peut-être que ça en inspirera d'autres. Et du coup, si vous voulez continuer les échanges, donc vous pouvez évidemment donc soit faire comme Mélodie et faire un an nouvelle voix avec nous. Et donc pour ça, prendre rendez-vous sur notre site internet pour avoir un rendez-vous d'orientation et du coup discuter avec quelqu'un de notre équipe pour voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Le 17 juin, donc juste après ta fresque, on a la prochaine journée porte ouverte où vous pouvez aussi venir nous rencontrer à Lyon. Et puis dans les autres propositions, on a une newsletter qui s'appelle Évolution. Vous pouvez vous inscrire pareil sur notre site internet. C'est une newsletter qu'on vous envoie chaque mois. Et si vous voulez de toute façon changer de parcours professionnel, que ce soit pour entreprendre ou autre, on vous donne plein de ressources, d'astuces, de définitions, de réflexions autour de ça. C'est complètement gratuit, une fois par mois, et vous pouvez vous désinscrire quand vous le voulez. Et puis voilà, on a évidemment aussi des webinaires. Il y a plein de choses encore qui se passent aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous recontacter. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Donc Léa qui a été très discrète mais qui nous a permis techniquement d'être là aujourd'hui. Merci à Audrey et Mélodie pour vos témoignages. J'espère que voilà, ça vous a plu à vous aussi ce petit échange. J'ai été ravie en tout cas de vous accueillir là. Et je souhaite à tous et à toutes très bonne fin de journée et puis peut-être au plaisir de vous recroiser ultérieurement. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde, merci.